bonsoir, rebonsoir à ceux qui sont avec nous depuis tout à l'heure. Et parmi vous, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont là, même depuis ce matin. Donc, merci à tous d'être aussi nombreux. C'est très encourageant pour nous. Hein. Chaque fois, nous lisons, mais c'est vrai qu'à chaque fois, nous en sommes émus. Et puis, nous allons tout de suite procéder à l'ouverture officielle de la 5e édition du Forum européen de bioéthique. Et c'est Jean-Louis Mandel, notre président et cofondateur également du Forum européen de bioéthique, qui va procéder à cette ouverture. Monsieur le préfet de région Stéphane Bouillon, Madame Lila Mérabet, vice-présidente du Conseil régional d'Alsace et qui représente Monsieur Philippe Richert, ancien ministre et président du Conseil régional d'Alsace, Monsieur Nicolas Matt, je ne le vois pas, vice-président de l'Eurométropole de Strasbourg représentant Monsieur Robert Herrmann, son président, Monsieur Alain Fontanel, le premier adjoint au maire en charge de la culture représentant Monsieur Roland Ries, maire de Strasbourg, Madame Joëlle Pugin, représentant Monsieur le recteur Jacques-Pierre Goujon, cher Alain Béretz, que j'ai vu, président de l'Université de Strasbourg et membre du conseil d'administration du Forum, Mesdames et Messieurs les élus, les partenaires du Forum européen de bioéthique, publics et privés, qui nous accompagnaient cette année encore dans la réalisation de cette 5e édition. Sans votre soutien et votre enthousiasme, cette manifestation ne pourrait avoir lieu. Cher public, et notamment ceux d'entre vous qui viennent d'autres régions et qui ont annoncé leur venue en délégation ou en groupe, chers intervenants, cher Axel, je suis très heureux de vous accueillir pour la 5e édition du Forum de bioéthique. Je dois dire que quand Israël Lisan m'a engagé dans cette aventure en 2009, avec déjà la présidence indispensable de Nadia Aubin, je n'imaginais absolument pas le succès étonnant et croissant d'année en année. Nous sommes ainsi passés de 6500 auditeurs de la première édition 2011, consacrée au thème du vieillissement et de la fin de vie, aux environ 20 000 de l'an dernier, sur le thème qui aurait pu paraître très spécialisé, connaître le cerveau, maîtriser les comportements, présentés en une 50aine de débats et rencontres. Et il faut compter aussi tous ceux nombreux qui suivent les débats en direct ou en différé sur le site web ou sur YouTube. L'affluence de l'an dernier, avec nombre d'auditeurs debout, assis par terre, sans compter ceux renonçant à assister dans de telles conditions, a conduit à ouvrir les belles salles Arc de l'Aubette pour accueillir une partie du public, si nécessaire, et nous en remercions la ville et la direction des musées. Le forum est aussi l'occasion d'une participation réconfortante et active de jeunes lycéens, plus de 500 l'an dernier, et nous remercions les enseignants qui préparent avec eux les thèmes abordés. Beaucoup de jeunes, lycéens et étudiants, vont s'exprimer comme grands témoins à la tribune du forum, avec une forte délégation venue de Mulhouse, une implication de l'ISEG et de l'Institut supérieur des arts appliqués. Le thème cette année, l'argent et la santé, est lui aussi d'une très grande actualité. Problème de l'évolution du budget de l'organisation de la santé, affaire du Mediator ou prix de nouveaux médicaments efficaces pour l'hépatite C ou la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Il sera décliné dans un programme dense de 52 rendez-vous, de manière large et diversifiée, comme en témoignent les sujets des tables rondes et la diversité des 150 intervenants. Le succès du forum témoigne de l'intérêt de ce large public citoyen et actif pour des sujets complexes, mais qui touchent à notre vie individuelle et collective. Il est aussi, je crois, largement dû, au-delà de la qualité des intervenants, à cette démonstration qu'on peut avoir de profonds désaccords sur certains sujets et développer les arguments et en débattre dans le respect et l'écoute de l'autre. Je tiens à remercier en conclusion tous ceux qui permettent par leurs subventions, Ville de Strasbourg, Eurométropole, Région Alsace, dans des conditions de budget que l'on sait de plus en plus difficiles, la tenue de ce forum, et remercier aussi nos partenaires qui nous permettent de tenir un budget très contraint cette année et relaient l'action du forum, et notamment la librairie Kléber, Matière Grise, les dernières nouvelles d'Alsace, l'Alsace, le Club de la Presse, France 3, France Bleu, Rue 89, bien d'autres, Mind Events, Trace TV, et tous ceux que j'aurais oublié de citer, mais qui sont présents sur tous nos supports et tous les médias qui nous relaient. Enfin et surtout, je remercie Nadia Aubin et Israël Lisan pour leur travail énorme de préparation réalisé tout au long de l'année
et la qualité de leurs idées, ainsi que l'ensemble du conseil d'administration du Forum. Merci beaucoup. Merci infiniment Jean-Louis Mandel. Et Jean-Louis Mandel, vous savez qu'il est généticien, professeur au Collège de France. Et nous aurons également l'occasion de le retrouver sur des tables rondes au cours de cette semaine. Et parmi ceux qui nous soutiennent, qui nous suivent de près depuis le début, donc Jean-Louis Mandel l'a dit, il y a la ville, il y a maintenant Strasbourg Métropole, il y a également tous les partenaires privés, tous ceux que vous voyez sur nos affiches, en fait, sont vraiment des partenaires privés, mais qui soutiennent complètement et réellement le forum. Et donc, je disais, parmi les élus, nous avons le plaisir ce soir d'avoir parmi nous Alain Fontanel, qui représente à la fois le maire de Strasbourg, M. Roland Ries, mais également le président de Strasbourg Eurométropole, M. Robert Herman. Et donc, Alain Fontanel, c'est à vous. Monsieur le Président du Forum de bioéthique, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de m'associer aux salutations qui ont été les vôtres, mais de saluer plus particulièrement Madame Nadia Aubin, directrice du Forum de bioéthique, qui est évidemment très à l'œuvre ces jours-ci, mais aussi de saluer les deux personnalités qui patientent dans la salle, sagement, mais c'est bien elles que nous sommes venus écouter ce soir pour cette leçon inaugurale. Je salue M. Axel Kahn, directeur de recherche à l'INSERM, et bien sûr M. Nizan, cher Israël, vice-président et fondateur du Forum européen de la bioéthique. C'est un grand plaisir pour moi, évidemment, de vous accueillir ici ce soir pour cette soirée inaugurale du 5e Forum européen de bioéthique, au nom du maire de Strasbourg, M. Roland Ries, et au nom du président de l'Eurométropole, M. Robert Herman. Ce forum est en résonance parfaite avec notre ville, avec son histoire, avec son identité, justifiant pleinement notre engagement à vos côtés. Strasbourg, vous le savez, est une ville qui aime les débats. C'est une ville libre, une ville de tolérance. Notre région recèle en elle les plus belles leçons d'humanisme à travers les figures tutélaires d'Erhard de Landsberg ou de Sébastien Brandt. On ne doit pas oublier que notre ville s'est libérée très tôt de toutes les tutelles, de celle de l'évêque comme de celle de l'Empire. Elle recèle enfin les leçons des plus grands drames de son histoire, dont l'horreur doit à tout jamais rendre présent la volonté de tolérance, de débat et d'ouverture à l'autre. Par le biais du Forum européen de bioéthique, Strasbourg et l'Alsace sont désormais identifiés comme le centre de réflexion et de référence en matière de débat autour des questions majeures liées à l'accélération des connaissances et d'application des sciences du vivant. C'est donc une aventure humaine et scientifique qui se renouvelle ici pour cette 5e édition. Comme vous le rappelez, cher Israël, la science et les techniques biomédicales transforment les relations entre l'homme et la nature, les rapports entre les individus et la société. Susceptibles de toucher à l'avenir de l'espèce humaine, les progrès de la médecine et de la biologie nous placent devant les interrogations inédites sur le sens de la vie, de la mort, sur la manière de se reproduire, sur l'être au monde d'une manière générale et sur le rôle de l'État et de la loi dans ces domaines qui touchent à l'intime de chacun. Le questionnement sur la portée morale et philosophique de ces progrès, objet de la bioéthique, concerne aussi le grand public qui lui témoigne, et vous êtes nombreux ici pour le rappeler, un vif intérêt et doit pouvoir participer pleinement au débat d'idées après avoir été initié à la complexité de ces enjeux. Vous avez choisi, avec le thème de l'argent et de la santé, un sujet particulièrement brûlant, de par son actualité bien sûr, mais aussi de par sa sensibilité. L'invention de la médecine de demain implique une volonté et des efforts de recherche considérables, notamment en biologie, en médecine et en pharmacie. Ainsi, non seulement l'argent et la santé semblent plus que jamais intimement liés. Si le progrès des techniques de séquençage du génome repousse les frontières de la médecine personnalisée, il interroge simultanément les domaines éthiques et économiques. Qui finance? Pour quel retour? Si la filière santé et la recherche en biomédecine ont un coût, la vie, elle, n'a pas de prix. Quand un enfant, quand un être humain meurt sur notre planète faute de soins, c'est un échec pour toute l'humanité. La tâche est bien évidemment colossale et les réponses sans doute multiples. Je conclurai en paraphrasant le titre d'un essai de Jacques Monod, « Le hasard et la nécessité »,
en rappelant que dans l'évolution de notre système de santé, il ne doit pas y avoir de hasard, car il y a une nécessité. Je vous remercie. Merci. Merci à vous. Et nous allons avoir le plaisir d'écouter cette année Lila Merabé. Je le dis parce que c'est une femme et c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup en politique. Lila Merabé, donc, qui est vice-présidente du Conseil régional d'Alsace, qui a en charge l'enseignement supérieur, la recherche, mais aussi les jeunes. La jeunesse, voilà. Et c'est vrai que, comme le disait tout à l'heure Jean-Louis Mandel, la jeunesse, c'est un sujet qui nous tient à cœur également. Nous allons vous écouter. Merci. Messieurs, bonsoir. Permettez-moi de m'associer aux salutations qui ont été faites précédemment et de remercier très chaleureusement Nadia Aubin, cette femme qui travaille beaucoup. Alors on se salue en tant que femme parce que c'est pas souvent qu'on se retrouve à des tribunes où il y a plusieurs femmes. Hein, c'est assez vrai, donc on est toujours très heureuse de cela et de, non pas d'être des exemples, mais de démontrer que la voie est possible. Lorsque cette année, à la région Alsace, le président Richert a reçu votre demande sur l'argent et la santé, ce thème pour cette année, il me demande mon avis. Et je lui dis, tiens, c'est étonnant, l'argent et la santé, ce sont certainement deux thèmes majeurs. Ce sont deux thèmes sur lesquels, au départ, nous n'avons pas le même capital, sur lesquels on peut investir très différemment et sur lesquels nous n'avons aucune chance, aucune certitude d'avoir le rendement que nous imaginons. Et je trouvais que c'était intéressant que de faire ce parallèle-là. Voilà, ça c'était le brin d'humour. Quand le président m'a posé la question, j'ai dit, tiens, c'est intéressant comme sujet que de faire ce parallèle-là, même si effectivement il pose d'autres questions qui sont des questions bien plus éthiques que ce parallèle, c'est de savoir effectivement quelle place peut avoir l'argent dans la question de la santé, dans nos systèmes de santé d'une part, mais également comment est-ce que effectivement l'argent peut être une barrière, n'est pas une barrière, est une valeur, n'est pas une valeur lorsque l'on parle de la santé. Alain Fontanelle le disait très justement, nous sommes un territoire un peu atypique, on aime le dire, on aime le redire, cette région d'humanisme rhénan, cette région qui a toujours eu à inventer des modèles, ces modèles, au gré de l'histoire, qui a toujours su s'adapter. Et la raison pour laquelle la région Alsace et le président Richert soutiennent ce forum de bioéthique, c'est très certainement parce que nous sommes à une période où jamais les changements n'ont été aussi rapides dans l'histoire, et dans l'histoire, j'allais dire, et tous les enjeux sociétaux qui nous concernent. Ça va très vite, ça nous dépasse. Ce qui est important, en mon sens, et sur la responsabilité que j'exerce, c'est certainement pas d'avoir une vérité, que cette vérité ne revient pas aux politiques. Moi, j'ai de la chance, j'ai un métier dans ma vie. Donc, je ne fais pas que ça. Donc, Fondation de France. Oui, voilà. Donc, je dirige une fondation privée, absolument. Et donc, de se dire que ces questions-là, elles doivent prendre le temps, elles méritent très largement que ces débats aient lieu, parce qu'il n'y a pas une vérité unique, parce que celle-ci, elle n'est pas universelle et qu'elle n'est pas figée dans le temps. Donc, ce forum est pour nous, même si nous n'avons pas la responsabilité des politiques de santé, ou pas encore, je ne sais pas, on verra, Alain, moi, quelqu'un d'autre. En tout cas, ces questions-là se posent à nous et nous avons besoin tous ensemble de trouver un chemin d'équilibre et un chemin qui nous permette peut-être à un moment de prendre les décisions. Aujourd'hui se posent de grandes questions autour du vieillissement de la population, se posent de grandes questions autour de la parentalité et d'autres. Moi, j'ai de la chance, je travaille dans une organisation qui, il y a 25 ans, a accompagné les premières unités de soins palliatifs en France. Je n'étais pas encore dans l'organisation, j'étais née, mais je n'étais pas dans l'organisation. Et c'est vrai que le personnel soignant est arrivé dans cette fondation en disant « on ne sait pas faire, on a une problématique, on ne sait pas comment y répondre ». Et il y a 25 ans, il y avait des tensions assez importantes dans le monde médical entre ceux qui voulaient expérimenter et ceux qui ne le souhaitaient pas. 25 ans plus tard, les choses ont évolué, il reste encore un certain nombre de zones un peu grises sur lesquelles les soins palliatifs n'ont pas lieu. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a 25 ans, on se posait la question de savoir est-ce que c'était utile, est-ce qu'on pouvait essayer. Aujourd'hui, la question qui se pose, elle est autre. Soins palliatifs, euthanasie. Moi, je ne crois pas à des questionnements aussi binaires. Je crois toujours que les vérités sont entre eux plusieurs choses et qu'il n'y a pas de vérité intangible qui s'applique à tous. Mais ce qui est important à travers ce forum, c'est effectivement de considérer que nous allons continuer à cheminer, à vos côtés, Nadia, si vous en êtes d'accord, sur les prochaines éditions, mais continuer à cheminer en nous posant ces questions qui vous animent, ces questions qui peuvent vous bouleverser lorsque vous êtes dans vos familles face à des questionnements qui sont durs, qui sont difficiles, et sur lesquels vous découvrez que finalement, il n'y a pas de vérité juste. Alors ce forum, c'est le moment des questions, parfois d'un début de réponse,
Mais en tout cas, c'est un forum où il n'y a pas de certitude. Et moi, je trouve ça extrêmement rassurant, extrêmement apaisant. Et je trouve que dans un débat où parfois les vérités s'opposent de manière extrêmement clivante, eh bien, on a, de la part de la société civile, avec des professeurs qui nous accompagnent effectivement, des éléments qui nous permettent de manière apaisée de poser notre réflexion. Et je crois que ça fait aussi partie de notre identité alsacienne, un moment de se poser, de nous demander effectivement ce qui nous anime, de savoir quel est l'équilibre qu'il nous faut trouver pour que tous ensemble, nous puissions avancer concrètement sur des sujets qui vont continuer à nous dépasser. Donc l'argent, la santé, je vous souhaite surtout d'avoir la santé, c'est très important. L'argent est peut-être un accessoire utile, mais reste un accessoire au moment où on se pose de plus en plus des questions face à l'incertitude. Donc les débats sont tous très intéressants. Moi, je me suis inscrite à certains. Il y en a un qui m'a beaucoup touchée, c'est celui de qui paye l'addition des addictions. Extrêmement intéressant, qui renvoie effectivement à la question de la responsabilité. Cette responsabilité, elle peut être facturée ou pas, mais en tout cas, ça nous réengage chacun et chacune à être des acteurs de notre quotidien. Et je vais terminer en vous remerciant toutes et tous qui êtes là, et à ceux qui ne sont pas encore là, qui viendront à d'autres débats, parce que vous contribuez à votre manière à faire en sorte que nous soyons tous responsables ensemble, ceux qui parlent, ceux qui savent, ceux qui écoutent, ceux qui viennent poser des questions, et puis qui finalement nous permettent à nous, qui sommes des décideurs, monsieur le préfet parlera juste après, de pouvoir accompagner les mouvements qui sont les vôtres et vos réflexions au plus près de vos quotidiens. Merci Nadia pour ce nouveau forum. Je suis sûre que ça sera une magnifique réussite, je n'ai aucun doute. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors c'est vrai que nous avons aussi parfois, nous pensons nous que si le forum a pris en Alsace, c'est parce qu'il y a dans cette région quelque chose qui s'appelle l'humanisme rhénan. Ce n'est pas un cliché, c'est une tradition. C'est quelque chose qui est profondément ancré dans cette région. Et nous espérons que le forum en soit une traduction contemporaine. Voilà, nous allons avoir le plaisir de vous écouter, monsieur Stéphane Bouillon, préfet de région. Vous étiez déjà là l'année dernière, donc vous connaissez un petit peu le forum quand même. Voilà, nous allons avoir le plaisir de vous écouter. Merci beaucoup. Monsieur le premier adjoint au maire, madame la vice-présidente du conseil régional, monsieur le grand rabbin, monsieur le président, mesdames et messieurs. Effectivement, dans la capitale européenne, le Forum européen de bioéthique, qui existe depuis 2011, a trouvé toute sa place. Il y a l'humanisme rhénan, il y a aussi la capitale européenne, et je ne sais pas dans quelle mesure l'un et l'autre s'alimentent. Ce qui est sûr, c'est que si les institutions européennes sont venues ici, c'est parce que Strasbourg, marqué par son histoire, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, marqué par les épreuves qu'elle a subies, a aussi tiré le meilleur d'elle-même pour accueillir, construire un idéal européen. Et cela, c'est extrêmement important. Si vous vous retrouvez à 20 000 en 2014, et donc j'espère plus encore cette année, à écouter toute une série d'intervenants, cela tient bien sûr aux organisateurs, et en particulier au président Mandel, au professeur Nizan. Vous arrivez à réunir sur une semaine les meilleurs spécialistes d'un sujet, mais ça tient aussi à un intérêt grandissant, le vôtre, mesdames et messieurs, vous les citoyens, pour des thèmes qui touchent autant à la personne humaine qu'aux principes de notre société. Et c'est ça l'exercice de la citoyenneté. C'est ça l'expression des libertés. Une démocratie représentative qui est à l'écoute de citoyens qui sont eux-mêmes informés par des experts choisis en fonction de critères d'indépendance, de pluralisme et de pluridisciplinarité. Et sur des thèmes qui concernent les religions, les philosophies, les idéologies. Vous le voyez, on peut en discuter sans anathème. Et en cette période, je crois qu'il y a des leçons utiles, des exemples heureux. Le fait que vous soyez tous réunis ici pour parler de sujets qui, dans certaines circonstances, pourraient soulever simplement l'anathème, le refus par principe de discuter, c'est aussi une victoire de la démocratie. Par rapport à ce que nous avons vécu ces dernières semaines, où nous avons marché, aujourd'hui nous échangeons. Et c'est toujours le même état d'esprit, c'est toujours la même volonté de faire vivre nos libertés. Nous écoutons, nous apprenons, nous nous respectons. Et c'est cela la République.
Alors cette année, effectivement, l'argent et la santé. Ce débat-là, reconnaissons-le, il se pose, à vrai dire, depuis la Libération, 70 ans, puisque depuis la Libération, notre système repose sur un principe fondamental, très noble, la santé n'a pas de prix. Un malade a droit à être soigné, c'est une question d'humanité, qu'il ait les moyens de payer ou non. Et puis, comme beaucoup d'entre vous, j'ai regardé il y a quelques années la série américaine Urgence. Et dans Urgence, il n'y a rien que des beaux sentiments. Je ne parle pas de Georges Clooney, mais il n'y a rien que des beaux sentiments. Sauf qu'au détour d'un épisode, c'était passé quasiment inaperçu, mais il se trouvait que même Georges Clooney, avec un malade sans sa carte de crédit approvisionnée ou le certificat d'une compagnie d'assurance, Georges Clooney, il ne pouvait pas soigner le malade. Et donc, le malade se faisait vider de la salle d'urgence. Et tout à coup, j'ai réalisé que la sécurité sociale, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. La santé n'a donc pas de prix, mais elle a un coût. Et ce coût, effectivement, il augmente depuis des années. Comme nos exigences en matière de soins d'ailleurs. Et c'est logique, la qualité a son prix elle aussi. Mais rien n'est gratuit et donc les cotisations sociales ou la durée des cotisations doivent suivre. Ou alors les dépenses doivent diminuer. Mais tout ceci jusqu'à quel point? Je n'ai pas de réponse. Ou plutôt si, j'en ai en tout cas une sur la méthode. Jusqu'au point où nous le décidons. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas, nous laisser imposer l'équilibre à atteindre entre argent et santé par l'argent, ou plutôt par son manque. Donc le point d'équilibre à atteindre, il doit être mesuré, discuté, débattu, c'est ce que nous allons faire ici pendant quelques jours, puis décidé. Et enfin, appliqué de manière responsable par tous. Des outils existent déjà pour cela. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale définit les grands équilibres. Il arrête ce qu'on appelle un ONDAM, un objectif national d'évolution des dépenses d'assurance maladie. Et les agences régionales de santé, qui sont des établissements publics qui regroupent certes l'administration de la santé, mais aussi les caisses de sécurité sociale, les représentants et les acteurs du monde médical, les représentants des usagers et leurs syndicats, sont en charge de l'exécution de la loi. Nous avons ainsi les outils. Et ces outils, ils marchent à peu près, j'allais dire, tant bien que mal. Tant bien que mal parce qu'à chaque fois, à chaque instant, de nouveaux débats, de nouveaux enjeux viennent remettre en cause l'équilibre. Et chaque citoyen, chaque usager doit être conscient de cette remise en cause de ces équilibres et doit être acteur. C'est pourquoi ce forum est utile. Il ne s'agit pas de désigner des responsables, les méchantes compagnies ou sociétés qui vendent du médicament de plus en plus cher, les pauvres hôpitaux qui ont de plus en plus de mal à faire face à quelque chose. Il ne s'agit pas de désigner des responsables, mais il s'agit de nous responsabiliser les uns et les autres. Je souhaite donc une très belle réussite à ce forum. Elle est nécessaire, elle est urgente pour notre système de santé, pour notre société, mais aussi pour l'Europe, parce que, à quelques pas d'ici, que ce soit au Parlement européen, que ce soit au Conseil de l'Europe, que ce soit à la Cour européenne des droits de l'homme, et il y a eu plusieurs procès retentissants sur ce sujet ces jours derniers, on parle droits de l'homme, on parle droits de l'homme par rapport à la santé. Et encore une fois, le fait que nous nous retrouvions ici, que vous vous retrouviez aujourd'hui à proximité de ces enceintes où des hommes vont décider, des hommes vont poser la loi, des hommes vont poser la jurisprudence, que vous puissiez en débattre aujourd'hui, je ne doute pas que cela ira jusqu'à leurs oreilles, il y a si peu de chemin à faire, pour les aider à comprendre, pour les aider à juger, pour les aider à décider eux-mêmes, mais avec nous et avec vous. C'est pourquoi je souhaite encore une fois un très très beau succès à ce forum, comme chaque année, mais cette année effectivement ce sera encore un thème tout à fait passionnant et majeur pour notre société. Merci et bon forum. Merci à vous, merci infiniment. Alors comme vous le savez, c'est un rituel au Forum européen de bioéthique. Nous commençons la journée dès 10 heures, on a des tables rondes, puis après ce moment d'inauguration avec tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui nous font l'amitié et l'honneur de venir ici, nous dire aussi leur attachement à ce forum. Et puis, eh bien, nous avons une conférence, 2 conférences
Depuis quelques années, nous faisons une demi-heure à peu près avec un intervenant, un invité, et puis avec Israël Nizan. Et cette année, donc, nous allons écouter, je ne sais pas où il est, ah voilà, le professeur Axel Kahn. Alors, pour ceux qui se souviennent du pré-lancement du forum en 2010, le 17 juin 2010, le professeur Axel Kahn était venu ici même à l'Aubette. Nous avions fait une conférence avec lui, une autre avant ça avec le professeur Mattei, un peu pour voir, pour sentir un petit peu voilà, si ça prenait, si ça pouvait plaire aux Strasbourgeois, cette formule-là, et c'était un triomphe. Donc vous nous faites l'amitié de revenir encore aujourd'hui, merci infiniment. Nous allons vous écouter. Mesdames et messieurs, nous ne pourrons pas, si nous le voulions, nous en tirer de dissocier dans la réalité du monde tel qu'il est, qui n'est point celui dont on aimerait qu'il fût. Les questions de l'argent en relation avec la santé. Et cela est consubstantiel à la double nature de la santé. D'une part, telle que définie en 1946 dans le préambule de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, la possession de la meilleure santé qu'il est possible d'atteindre est un droit fondamental de tout être humain, quelle que soit sa race, sa religion, ses opinions politiques ou sa condition économique et sociale, j'ajouterais, quel que soit bien évidemment son genre ou son sexe. Donc, l'atteinte de la meilleure santé possible, en fonction des techniques, c'est un droit de l'homme. Par ailleurs, la santé est un formidable marché. L'un des plus formidables marchés qui existent à l'heure actuelle sur la planète. Le marché annuel de la santé se monte à 6 200 milliards de dollars. Il peut être comparé à celui de l'énergie. Et en tendance, on sait très bien qu'il n'y a aucune raison de penser que les êtres humains, quelle que soit l'évolution de leur richesse, seront jamais enclins à céder particulièrement sur le plan de leur santé. Si bien que non seulement ce marché est immense, mais il est durable et prometteur. Si je considère uniquement la santé en tant que droit de l'homme, les dépenses de santé par habitant devraient être relativement indépendantes à travers le monde, indépendantes des situations socio-économiques des pays. Puisque ce droit ne dépendrait que de la commune humanité de tous ses habitants. Or, vous savez très bien qu'il n'en est rien et qu'en réalité, ces dépenses de santé par habitant évoluent de 1 à 600. 15 $ par an et par habitant pour l'Érythrée, 26 $ pour le Bangladesh, 4 700 $ pour la France, 9 000 $ pour les États-Unis d'Amérique et pour la Norvège. Le monde dans lequel coexiste un droit fondamental d'accéder à la meilleure santé possible et un immense marché de la santé, c'est le monde réel dans lequel nous avons à tracer notre chemin. Dans ce monde-là, les problèmes économiques sont impliqués à toutes les étapes des discussions, des recherches qui touchent à la santé. Qu'il s'agisse des soins, de la recherche, du médicament, ou qu'il s'agisse des dépenses de santé publique, ce que j'aborderai rapidement. Dans le domaine des recherches,
De plus en plus, les recherches modernes reposent sur des découvertes qui sont à la base de brevets d'invention, dont la protection au titre de la propriété intellectuelle et dont la défense est fort onéreuse. L'accès à ces connaissances ainsi protégées, y compris de plus en plus, et presque généralement d'ailleurs, l'accès à l'utilisation à visée économique de la connaissance des séquences génétiques est un argument de plus pour inciter à valoriser ces recherches et évidemment ces inventions. Pas simplement dans le domaine privé, mais aussi bien dans le domaine public, et les autorités de tutelle de la recherche publique sont les premières à inciter leurs chercheurs à valoriser leurs travaux. Cette valorisation a des conséquences multiples. Je me rappelle en particulier, il y a une quinzaine d'années de cela, que la première utilisation, le premier usage qui ait été fait de l'élucidation de la séquence d'un parasite intestinal, un petit ver, l'ankylostome. Petit ver qui infeste des centaines de millions de femmes, d'hommes, d'enfants à travers le monde, surtout dans les pays du Sud. La première utilisation faite de cette connaissance, évidemment brevetée, n'a pas été la recherche de nouveaux antiparasitaires, mais la recherche de nouveaux anticoagulants, tout simplement parce que, bien évidemment, le marché constitué par les personnes éventuellement obèses, j'y reviendrai, riches et victimes d'infarctus du myocarde des pays riches, constitue un marché beaucoup plus important que celui des centaines de millions de personnes souffrant d'ankylostomiase. D'ailleurs, puisque j'ai abordé le problème de l'obésité, cela permet de rappeler une absurdité, mais qui est le monde réel dans lequel nous avons à agir, qui est liée à ce que nos pays, dont le développement est le plus brillant, trouvent tout à fait logique de mener parallèlement des grandes campagnes de promotion en faveur de la consommation accrue des boissons les plus sucrées ou bien des Big Mac et de consacrer des sommes croissantes à la lutte contre les maladies dégénératives qui sont la conséquence de l'obésité, 10 fois plus globalement, au moins 10 fois plus globalement, que les sommes qui sont consacrées à travers le monde à la lutte contre la dénutrition et la malnutrition qui, globalement, continuent néanmoins d'affecter plus de 2 milliards d'habitants de cette terre. Voilà le monde dans lequel il est impossible de dissocier les conditions dans lesquelles s'exerce l'activité dans le domaine de la santé de l'aspect économique. L'on parlait de propriété intellectuelle. Je me rappelle également d'une période, et les généticiens qui sont ici, et notamment mon ami Jean-Louis Mandel, mais bien d'autres aussi, nous nous rappelons il y a quelques années d'un débat qui a défrayé la chronique, qui a fait scandale, qui a été lancé après que, très démocratiquement d'ailleurs, le Parlement de l'État indépendant du pays, l'Islande, eut décidé de négocier et d'attribuer par contrat l'exclusivité de la recherche génétique et de la consultation des dossiers médicaux associés, sans lesquels la recherche génétique eût été bien évidemment impossible, à une firme privée donnée.
D'ailleurs, je me rappelle à l'époque que ce qui a alimenté le plus le scandale n'a pas été tellement le fait que l'on assimilât la richesse génétique d'une population et la diversité des mots qui l'accablent à un terrain dont on négocie les droits de prospection, mais plutôt le principe de la libre concurrence, empêchant par conséquent d'attribuer comme cela une exclusivité à une équipe, qu'elle soit publique ou privée d'ailleurs, donnée. J'ai été, à une période, un important responsable scientifique d'un des principaux laboratoires d'une des principales sociétés françaises et mondiales dans le domaine du médicament et dans le domaine des sciences de la vie. J'ai pu observer de très près une évolution rapide. Ce très grand laboratoire, mais d'autres dans le monde également, à côté de la recherche sur le médicament destiné à des champs thérapeutiques dits rentables, j'y reviendrai, faisaient un peu leurs bonnes actions et menaient des recherches, d'ailleurs peu onéreuses, afin de développer de nouveaux médicaments antiparasitaires, notamment la filariose pour ce qui concerne le laboratoire dans lequel je travaillais, la firme à la direction scientifique de laquelle je me trouvais. Or, l'évolution de la logique entrepreneuriale, d'une stricte logique entrepreneuriale à une logique financière, a totalement bouleversé ces données. Surtout à partir du moment où l'accès aux connaissances couvertes par brevet, par des droits de propriété intellectuelle, notamment les séquences génétiques, ont considérablement renchéri ces recherches. À partir de ce moment-là, ce laboratoire, comme la plupart de ses confrères à travers le monde, se sont totalement dégagés de ce type de recherche. Il faut dire à leur décharge que cette logique financière à laquelle j'ai fait allusion fait que si jamais c'est ce laboratoire ou d'autres laboratoires, en dehors d'un cadre associatif et de soutien étatique ou international, annonçaient qu'ils investissaient quelques centaines de milliers, quelques millions de dollars afin de mener des recherches sur des nouveaux médicaments destinés à enrayer la progression du paludisme, de la schistosomiase ou d'autres affections parasitaires redoutables. Alors, dans les 15 jours qui auraient suivi, le prix de l'action aurait baissé, chuté de 10%, mettant en grande difficulté cette firme et la rendant extrêmement fragile au rachat par des concurrents. Cette logique-là s'est appliquée progressivement à la totalité des laboratoires, des grands laboratoires, des majeurs, comme l'on dit, qui se sont focalisés sur les champs thérapeutiques dont on voit bien l'intérêt, c'est-à-dire le cancer, les maladies dégénératives, les maladies cardiovasculaires, les maladies neuropsychiatriques, pour l'essentiel. Quelques autres éventuellement, mais pour l'essentiel, ceux-là. En effet, comme Monsieur le Préfet a rappelé, si la santé n'a pas de prix, un produit de santé, s'il est intégré au marché, lui, il a des acheteurs. Et la règle d'or d'un marché est de ne se développer que dès lors qu'il y a un marché pour l'acheter. Et de ce point de vue-là, le marché solvable pour acheter des produits contre la schistosomiase, contre le paludisme, évidemment, risque à lui seul de ne pas faire le poids au point de vue intérêt que vont trouver les laboratoires à développer ces recherches.
Dans ce laboratoire, je me rappelle moi-même avoir, compte tenu de la position que j'occupais, moi-même essayé de susciter des recherches dans un domaine et sur un programme en lequel j'investissais beaucoup d'espoir, mais bien évidemment, personne ne peut certifier qu'il eût abouti in fine. Avant que le programme soit lancé, une étude économique a été faite et les managers m'ont dit que le prix à payer pour accéder à la connaissance nécessaire pour mener les recherches ne valait pas la peine de les entreprendre. Et par conséquent, ce programme de recherche particulièrement n'a pas été lancé. Voilà par conséquent le monde de la rencontre entre la santé et les réalités économiques. Par ailleurs, cela a été évoqué tout à l'heure, avec plusieurs exemples. J'en reprendrai un. L'argent est la quatrième des icônes corruptrices de l'éthique médicale. J'appelle icônes corruptrices les ressorts qui rendent compte de l'évolution de la pratique médicale, a priori éthique, car il s'agit de rétablir la meilleure autonomie d'autrui. Cette pratique médicale a pu dériver dans d'épouvantables scandales niant la richesse humaine. Les autres icônes corruptrices sont la négation de l'humanité suffisante dans le sujet d'étude pour retenir la main de l'expérimentateur, le désir de puissance, l'illusion du bienfaiteur. L'argent est une quatrième icône corruptrice, peut-être la principale aujourd'hui. Deux exemples, dont un par conséquent a déjà été traité cet après-midi, mais tout le monde n'était pas là lors de la séance qui en a parlé, je le rappellerai rapidement. Dans mon domaine de prédilection, la génétique et la thérapie génique, je me rappelle naturellement l'épisode très singulier où en 1999, un éminent collègue que je connais très bien a obtenu l'autorisation de faire un essai de thérapie génique chez un jeune patient qui ne souffrait en rien du déficit enzymatique qu'il s'agissait d'essayer de traiter, déficit enzymatique génétique, mais qui était du fait de ce déficit d'une très grande fragilité à des maladies de type infectieux. Cet essai comportait l'administration d'un vecteur de gènes à des doses tellement élevées qu'à cette dose, on savait que des effets secondaires de type infectieux étaient probables. En aucune mesure, ce jeune homme ne pouvait bénéficier en rien de cet essai lui-même, en rien. L'essai a été mené, il est mort. Cet éminent collègue avait aussi des intérêts dans une petite société de biotechnologie qui attendait l'annonce de l'essai clinique pour stimuler son introduction en bourse. Et puis, vous avez parlé, car c'est aujourd'hui quantitativement, avant le Mediator, qui nous a tellement traumatisés en France, le plus grand scandale du médicament, c'est celui d'une très belle recherche pourtant. L'on savait que l'aspirine anti-inflammatoire, antipyrétique, faisant tomber la fièvre, a des effets secondaires, notamment une fragilisation de la muqueuse intestinale et gastrique, des hémorragies, dues au fait qu'elle inhibe deux enzymes, la cyclooxygénase 1 et 2. Et donc il était tout à fait logique d'essayer de trouver des inhibiteurs uniquement de la cyclooxygénase 2, celle dont l'inhibition entraînait les effets désirés anti-inflammatoires, mais non pas de la COX-1, dont l'inhibition est responsable des effets secondaires. Rien à dire sur cette recherche, très belle recherche. Le médicament est développé, un essai clinique est mené à très grande échelle, et cela vous a été rappelé tout à l'heure. Au bout de 2 ans, dans les 2 premières années, tout va à peu près bien, mais au bout de 2 ans, on voit apparaître des accidents inexpliqués chez les gens traités ainsi.
des accidents cardiovasculaires, dans la sphère cardiovasculaire. Le médicament, entre 1999 et 2004, sera un blockbuster, arrivant à dégager 5 milliards de dollars l'an. Lorsqu'il sera interdit en 2004, il aura tué sans doute plusieurs dizaines de milliers de personnes. Tout simplement parce que, après 2 ans, le laboratoire n'a pas répercuté à la FDA et aux autorités de régulation les accidents dont il avait néanmoins la connaissance. Bien évidemment, la seule icône corruptrice est ici l'énorme intérêt financier que représentait le Vioxx. Il faut aborder aussi, et cela de manière lucide, c'est-à-dire, vous savez, le domaine de la santé et de l'argent est vraiment un domaine où il est extrêmement facile d'enfiler les lieux communs. En parlant de c'est fou, du fait que la santé ne peut absolument pas être limitée ou prendre en compte quelque élément économique que ce soit. Comme je vous l'ai dit, tout cela est dans un monde que l'on aimerait, mais qui n'est pas celui dans lequel nous vivons. Depuis, comme Monsieur le Préfet l'a dit tout à l'heure, notamment depuis la Libération, en particulier, la République française, bien d'autres pays également, considèrent que leur mission est totalement engagée dans la promotion de l'offre d'une meilleure santé, de la meilleure santé possible à ses citoyens et dans la prévention de toutes les politiques de santé. Or, l'évolution économique, l'évolution également du progrès, le coût des médicaments, les éléments d'intérêt, les lobbies font que la tension est permanente. Et la question se pose, comment aborder le problème financier lorsque l'on parle de l'établissement des politiques de santé? Quels sont les critères éthiques qui doivent présider à l'adoption des politiques de santé? Problème bien difficile. Le travail m'a été facilité par Monsieur le Préfet car il a déjà énoncé l'une des règles absolument fondamentales que vous devez retenir. Merci, Monsieur le Préfet. Cette règle, c'est qu'il n'existe, quoi que l'on dise, il n'existe pas d'ABAC, il n'existe pas de formule, il n'existe pas d'horoscope indiquant la part des richesses d'une nation que cette nation doit consacrer à la promotion de sa santé. C'est le résultat d'un débat démocratique, informé, et qui incombe, par conséquent, après qu'ils ont été informés, qu'ils en ont débattu, aux représentants du peuple. Pour autant, une fois qu'un pays, un ensemble de pays, a décidé d'un niveau consacré par ce pays aux dépenses de santé, en toute éventualité, la somme qui a été réservée pour cela est en quantité finie. Et comme elle est en quantité finie, il y a à l'évidence une ardente obligation éthique à en faire le meilleur usage. Cela vaut que la somme réservée soit très élevée ou qu'elle soit malheureusement, pour des raisons économiques, plus basse. Comment faire en sorte que cette somme finie profite au maximum de gens et apporte le meilleur bénéfice possible à la population? En ce domaine, un maître mot, et ce maître mot, évidemment, c'est l'évaluation. L'évaluation, vous en avez parlé, que l'on va tenter au maximum de protéger de l'influence qui existera toujours des lobbies financiers, des lobbies industriels, des préférences, des cultures, des différents participants. Mais une évaluation aussi objective que possible, plurielle. On n'aura pas le temps de discuter, mais dans d'autres débats, vous discuterez des critères
qui vont être de nature à assurer l'objectivité d'une telle évaluation. Autant la procédure qui consiste à déterminer le niveau des richesses d'une nation consacrée à la santé est une procédure démocratique. La démocratie, au niveau de l'évaluation de l'efficacité des procédures et des produits médicaux, se limite à la vérification de l'objectivité de ces procédures et ne peut intervenir sans cela. S'il y a un domaine qui n'est pas objet d'évaluation démocratique, c'est l'expertise de l'efficacité d'une procédure ou d'un produit médicamenteux. Il en va vraiment de cette injonction éthique de faire le meilleur usage possible d'une somme en toute éventualité, qui sera une somme finie. Deux derniers problèmes à aborder. Le champ est immense, bien évidemment, et veuillez m'excuser de le balayer trop vite. Deux derniers problèmes. Nous sommes tous convaincus que la meilleure santé possible est un droit de l'homme. Nous sommes tous convaincus que le praticien doit mettre en avant, avant tout, dans sa relation à son malade, le devoir qu'il ressent envers ce malade dans ce dialogue singulier qui les unit tous deux. Aucun problème. Cela étant dit, et là encore, dans le monde tel qu'il est et non point dans le monde tel qu'on aimerait qu'il fût, comment et faut-il moduler ces pratiques? Par exemple, compte tenu du fait qu'une somme allouée à telle action ne sera plus disponible pour une autre action éventuellement beaucoup plus importante, bénéficiant à un plus grand nombre de personnes, comment prendre en compte l'âge, la gravité de la maladie, le pronostic final, la qualité de vie escomptée si le traitement réussit? Comment prendre en compte, cela se vit tous les jours dans le domaine du traitement du cancer en particulier, comment prendre en compte l'utilisation de médicaments de plus en plus puissants, de plus en plus onéreux, utilisés dans des procédures de plus en plus lourdes, de plus en plus longues, administrés à une très grande diversité de situations culturelles et socio-économiques. Est-il envisageable, ou bien faut-il absolument a priori repousser l'idée que dans certains cas, devant des malades dans certaines situations, dont on sait très bien que l'observance sera sans doute sujette à caution, peut-on envisager de privilégier l'utilisation de médicaments qui ne sont pas forcément, dans l'absolu, les plus efficaces, mais que l'on pense de toutes ces farces devoir être ceux apportant le bénéfice maximal dans le cas considéré? Problème redoutable, problème d'une extrême difficulté. Et pourtant, ces problèmes-là, ces problèmes redoutables, ces problèmes d'une extrême difficulté, mes chers collègues, mesdames et messieurs, c'est la pratique, le quotidien de la pratique médicale aujourd'hui. Et puis, et je terminerai par cela, les progrès en médecine, en réhabilitation, sont magnifiques. En particulier, mais pas simplement, en particulier, la mobilisation conjointe de la microélectronique, de la micro-informatique, de la robotique, associée aux connaissances accrues dans le domaine de la neurobiologie, explique qu'avec une quasi-certitude, c'est déjà le cas parfois, demain, les malvoyants reverront, les muets reparleront, de la même manière que les sourds réentendent. Les paralytiques ou les gens amputés remarcheront, retrouveront l'usage de leurs bras et de leurs mains. Je n'ai aucun doute là-dessus. En revanche, qui en bénéficiera? Et sur quels critères? Vous voyez, on n'en a pas fini de traiter du problème de santé dans son contexte d'une réalité économique. Mesdames et messieurs, merci.
Merci Axel Kahn de cette magnifique conférence, et c'est bien difficile de parler après, et pour ne pas me tromper, et surtout parce qu'il y a mes maîtres généticiens dans la salle à plusieurs, et comme ce sujet est difficile, j'ai pris quelques notes pour essayer de prendre la suite de ce que tu viens de dire sur l'avenir. Hier ou ce matin, Jean-Louis Mandel disait « Tout médecin fait de la médecine prédictive. Prends la tension et dit « Vous avez une tension élevée, ça veut dire que vous fumez, vous êtes gros et vous avez un risque plus important que quelqu'un d'autre dans 10 ans d'avoir un ennui. » C'est de la médecine prédictive. Et on peut dire que toute médecine, de ce point de vue, est prédictive. Mais il y a un mais, c'est que les choses sont en train de changer rapidement. Et je ne vous propose pas de vous parler de ce qui se passe aujourd'hui, mais d'essayer de jeter un coup d'œil sur ce qui se passera demain. S'agira-t-il d'un rêve ou d'un cauchemar? Dominique Folscheid, professeur de philosophie, parlant de la médecine prédictive il y a une vingtaine d'années, pensait qu'il s'agissait d'un véritable Hiroshima psychologique. Connaître les 300 mutations pathologiques dont on est porteur, sans avoir le premier début d'un traitement, ni aucune prévention à portée de main, la belle affaire. Au bon vieux temps des cartomanciennes, elles pouvaient encore se tromper. Mais là, plus d'erreurs possibles. Les biotechnologies, voilà la véritable révolution du XXIe siècle. Les conséquences sur l'homme et la manière de le soigner sont encore difficiles à imaginer, mais c'est à cet exercice que je vous convie. Les thérapies géniques, les cellules souches en réparation d'organes usés ou détériorés, la nanomédecine réparatrice, la chirurgie du gène, la médecine personnalisée en fonction des gènes et l'hybridation entre l'homme et la machine pourraient augmenter considérablement l'espérance de vie des humains dans les prochaines décennies. Un saut quantitatif sans commune mesure avec ce que nous venons de connaître grâce au progrès sanitaire, puisque l'espérance de vie de la totalité de l'humanité vient de gagner 6 ans depuis 1990. La convergence NBIC, que nous avons déjà évoquée ici même, nanotechnologie, biologie, informatique et sciences cognitives, a pour objet principal de résoudre le problème de la mort, qui est le prochain défi de l'humanité. La question n'est plus de savoir si le combat contre la mort sera victorieux, mais plutôt d'en évaluer les dégâts collatéraux. Nous sommes à la veille d'un bouleversement plus ample que tous ceux que l'humanité a connus jusqu'ici. Aucun événement comparable, rien pour se faire une idée. Après avoir domestiqué la nature, nous allons domestiquer la nature humaine. 2030, 2050, 2100, peu importe. La question est ailleurs. L'homme ainsi transformé changera-t-il de nature? Pour l'instant, l'idée même de supprimer la mort nous apparaît aussi saugrenue que celle d'aller sur la Lune pour les contemporains de Napoléon. La mort pourrait devenir, selon l'expression de Laurent Alexandre, une maladie comme une autre, à éradiquer. Le travail de compréhension biologique de la mort est bien avancé. On connaît les gènes qui pilotent le suicide cellulaire et on saura un jour les inactiver. Penser l'absence de la mort, un exercice encore difficile pour l'instant. Les morales du moment seront balayées par des transgressions sans cesse plus importantes et plus rapides. L'indignation des comités d'éthique sera vite effacée, car ces transgressions seront toutes légitimées par l'amélioration des soins qu'elles permettront. La bataille entre les bioconservateurs et les biotransgresseurs semble gagnée d'avance par ces derniers. Le pas suivant, passer de l'homme réparé à l'homme augmenté, sera franchi. Plus ou moins vite, les avancées seront régulières et inéluctables. Le plus grand risque, c'est que ces évolutions subintrantes se déroulent sans qu'il n'y ait jamais de débat, sous la simple impulsion du marché et d'un libéralisme supposé bien pensant, puisque c'est pour mieux soigner.
la mort pourrait devenir un choix et plus un destin. La loi de Gordon Moore, énoncée en 1975, selon laquelle la puissance des circuits électroniques double à coût constant tous les 18 mois, envahit les sciences de la vie et explique l'ampleur des bouleversements à venir. Tous les spécialistes de la convergence NBIC s'accordent sur un point. Nous entrons dans une zone de grande turbulence. Que des lois exceptionnelles opèrent dans le monde du vivant, c'est inédit. Les coûts de fabrication des nanorobots médicaux, des chromosomes synthétiques, des vecteurs de thérapie génique vont chuter de façon vertigineuse et leurs performances vont exploser. Personne n'avait imaginé l'effondrement du coût du séquençage de l'ADN qui est passé de 2,7 milliards de dollars en 2003 à quelques centaines de dollars de nos jours. Le robot de la firme Illumina, leader mondial du séquençage low cost, véritable Google de l'ADN, peut passer au crible des populations entières pour détecter les composants génétiques d'un nombre croissant de maladies dont le dépistage et le traitement changeront de nature. De puissantes armes contre le vieillissement et la mort surgiront de façon inattendue et sous des formes imprévues, comme par accident, du fait de la fertilisation croisée des différentes technologies NBIC. Jeff Laclais, qui dirige Illumina, ne prétend pas au prix Nobel, mais à la fortune, comme tout entrepreneur qui se respecte. Son petit empire industriel pèse 25 milliards de dollars en bourse. Il explique qu'il faut séquencer 25 000 génomes pour commencer à tirer les premières conclusions, et nous y sommes. Le gouvernement britannique vient de lancer le projet Genomics England pour séquencer d'ici 2007 le génome de 100 000 de ses citoyens. Un nouvel investissement de 300 millions de livres a été annoncé le 1er août 2014 par David Cameron lui-même. L'Islande, comme vient de le rappeler Axel Kahn, a donné son feu vert à un groupe pharmaceutique qui demande à plus de 100 000 habitants de l'île de fournir anonymement leur ADN pour les besoins de sa recherche. Cette campagne a été lancée par Decode Genetics, filiale du groupe américain Amgen, dont la base de données comporte déjà 120 000 profils génétiques d'Islandais. Craig Venter ambitionne de faire la même chose avec son entreprise privée Human Longevity Inc. pour vendre toutes ces données aux compagnies pharmaceutiques. Il vient d'acheter 2 robots de séquençage low cost à Illumina pour 10 millions de dollars l'unité. La médecine est désormais entrée dans l'ère du big data. L'entreprise Myriad, qui a lancé au début des années 90 les tests de prédisposition au cancer du sein et de l'ovaire, BRCA1 et BRCA2, étoffe actuellement son portefeuille. Ces tests ont été popularisés par Angelina Jolie, qui, atteinte d'une mutation de l'un de ses gènes qui l'expose plus qu'une autre au cancer du sein, a décidé de se faire retirer préventivement les 2 seins. Myriad a vendu pour 613 millions de dollars de tests génétiques en 2013, soit un doublement de ses ventes en 4 ans. Et la concurrence se déchaîne avec Pathway Genomics, qui vient de lancer dans un marketing tonitruant son nouveau test de dépistage BRCA True. Le marché est évalué à 1 milliard de dollars et dans la mallette de cette start-up, il y a toute une panoplie de tests de prédisposition pour le cancer et les maladies cardiovasculaires, mais aussi des médicaments censés prévenir ces affections en cas de test positif. Au hit-parade des profits à venir, les tests de détection des hétérozygotes, à utiliser avant le mariage pour détecter la potentialité de maladies futures pour les enfants à naître. Le génome des embryons sera lisible dès le premier trimestre de la grossesse. Mais jusqu'où peut-on aller dans la prédiction des maladies concernant un enfant à naître ? Il sera prochainement possible de connaître tout le génome d'un fœtus sur une simple prise de sang faite à sa mère
au 3e mois de la grossesse. On connaîtra alors la prédisposition à certains cancers, à l'autisme, au diabète, à l'Alzheimer. Le droit des parents à ne pas savoir existe, bien sûr. Mais qui osera le demander quand ce type de check-up prénatal aux conséquences redoutables sera disponible et chaudement recommandé par les industriels pour avoir un enfant en bonne santé? Tout cela est dans la boîte de Pandore. Et inutile de dire qu'il ne faut pas l'ouvrir, elle est déjà ouverte. Et il sera très difficile, voire impossible, de démontrer que l'intérêt de ces tests est supérieur au risque de dérapage. De plus en plus de tests permettront de connaître les prédispositions d'une personne à diverses maladies, comme les cancers, de caractériser les mutations d'une tumeur, ou encore de prédire la réaction d'un patient à tel ou tel médicament. Actuellement, dans un cas sur deux, les médicaments qui sont prescrits n'ont aucun effet ou même des effets indésirables, tels qu'ils outrepassent les bénéfices escomptés. La pharmacogénétique, qui explore l'influence des gènes sur l'efficacité du traitement, va bouleverser dans un proche avenir les thérapeutiques du cancer, en évitant les traitements inutiles, voire délétères, mais aussi en accélérant les connaissances sur les nouveaux médicaments. Les laboratoires pharmaceutiques sont menacés et ils le savent. Les biomédicaments taillés sur mesure, personnalisés en fonction du profil génomique, commencent à sortir. Le sur-mesure du médicament va l'emporter sur l'actuel prêt-à-porter. Les syndicats de patients en ligne, organisés par pathologie, seront capables de mobiliser les consommateurs et pourront faire et défaire la réputation des groupes pharmaceutiques qui n'auront pas su évoluer à temps. Le marché des tests grand public va exploser dans les 2 prochaines années, au prétexte que les gens ont le droit de savoir ce que recèlent leurs gènes. Or, aujourd'hui, personne n'est capable de dire les conséquences cliniques d'un gène défectueux, car la plupart des maladies mettent en jeu plusieurs gènes, et en plus, l'environnement révèle ou non une maladie génétique. La réponse de ces analyses de gènes sera donc probabiliste. Vous avez tel pourcentage de risque d'avoir un cancer de la prostate à 60 ans. Merci, docteur. Et comme le disait Benjamin Disraeli, il y a les petits mensonges, les gros mensonges et les statistiques. Sur les 50 000 gènes de notre génome, 250 ont été reconnus comme responsables de retard intellectuel et 40 sont liés à l'épilepsie. Mais il y a sûrement des centaines d'autres. Il y a aujourd'hui 1500 maladies qui peuvent être diagnostiquées par un test génétique. Fin août 2014, Illumina a signé des accords avec Sanofi, AstraZeneca et Johnson & Johnson. Objectif : développer un test unique permettant de renseigner le médecin sur le profil génétique d'une tumeur et l'aider à choisir le meilleur cocktail de médicaments. Il y a 125 gènes identifiés comme ayant un rôle dans le développement d'une quarantaine de cancers. Et il y a 800 molécules anticancéreuses en développement, visant souvent des mutations spécifiques. Il y aura donc une demande croissante pour des tests diagnostiques spécialisés. La médecine va donc devenir de plus en plus sur mesure, fondée sur le profil génétique du patient. La génétique va remplacer le stéthoscope dans le cabinet du médecin. Pour 2014, le marché du séquençage et des tests ADN est évalué à 20 milliards de dollars. Google compte utiliser son potentiel informatique pour faire reculer la mort et vient de créer en 2014 Calico, dont l'objectif est d'allonger considérablement la durée de vie humaine en bonne santé. L'Oréal et la cosmétologie à la papa peuvent à juste titre se faire des cheveux blancs. Ces progrès gigantesques ne resteront pas sans conséquences politiques. La demande sociale ouvrira toutes les portes et ils modifieront les mécanismes économiques et sociaux. De véritables lobbies
favorables à l'homme 2.0 sont déjà à l'œuvre en Californie comme en Chine et en Corée du Sud pour faire émerger ces progrès. Nous sommes engagés sur un véritable toboggan biotechnologique qui va nous pousser irrésistiblement à appliquer toutes les nouvelles possibilités pour finalement nous modifier nous-mêmes profondément. Ce que les NBIC vont retoquer, c'est le système darwinien. Ne plus être les jouets d'une sélection naturelle qui s'effectue sur des critères que nous ne maîtrisons pas. Ce sera nous, les décisionnaires et les sélectionneurs des attributs de notre humanité. Nous pourrons nous arracher enfin à la nature et décider de notre avenir. Ce qui est sûr, c'est que cette transhumanité ou post-humanité sera différente de ce qui existe aujourd'hui. Et les moratoires que l'on décidera pompeusement et dans l'affolement ne tiendront pas plus que celui d'Asilomar en 1976, c'est-à-dire quelques semaines. Qui est aujourd'hui en mesure d'imposer des limites à l'énorme bricolage du génome humain qui ne fait que commencer? Faudrait-il laisser les enfants myopathes dans leur fauteuil roulant? Au nom de quel principe leur refuser la guérison lorsque les thérapies géniques seront au point? Sacralisation de la nature, version verte, ou dignité humaine, version croyante? En fait, les deux faces d'une même pièce bioconservatrice. Si une thérapeutique génique nous permet de lutter, par exemple, contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge, il est plus que probable que l'humanité tout entière la plébiscitera, malgré les réticences de certains qui rappelleront à juste titre qu'on est en train de modifier de façon irréversible l'espèce humaine. Autrefois, une maladie génétique se terminait par le décès avant la période de reproduction. Désormais, tous nos moyens thérapeutiques convergent vers la neutralisation de cette sélection naturelle. Si bien que la fin de la sélection naturelle signifie également le début de la dégradation naturelle. Autrefois, une maladie génétique du muscle cardiaque se terminait en général par un arrêt cardiaque brutal et sans appel dans l'adolescence avant la période de reproduction. Désormais, un défibrillateur sentinelle permet de parvenir à l'âge de reproduction, d'avoir des enfants, eux-mêmes à risque de porter la maladie, rare autrefois et qui va donc devenir plus fréquente. Là où une infertilité masculine héréditaire empêchait toute descendance, l'injection de spermatozoïdes dans l'ovocyte, l'ICSI, permet de transmettre à des enfants, qu'on n'aurait pas eus sans la médecine moderne, l'infertilité, mais aussi d'autres anomalies génétiques associées. Ça, c'est si on ne fait rien, mais on fera. Dès qu'on en aura les moyens, c'est-à-dire sous peu. Les thérapies géniques vont nous aider à lutter contre la dégradation du génome humain, déjà en route depuis le début de la médecine moderne. La fin de la sélection naturelle est une situation inédite dans l'histoire du monde et nous manquons de points de comparaison pour anticiper ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est que sans l'intervention de cette technomédecine, notre génome se dégraderait de plus en plus. L'évolution ne peut aller à rebours, mais elle ne va pas forcément dans le bon sens. La technomédecine qui s'annonce n'est donc pas un choix, mais bel et bien une nécessité. Une myriade de start-up génomiques est en train de constituer un pilier important, et Axel Kahn vient de le dire, de l'économie mondiale du XXIe siècle. C'est ce que Céline Lafontaine, que nous avons invitée vendredi, sociologue québécoise, appelle la bioéconomie dans son livre « Le corps marché ». Gènes, cellules, tissus, organes peuvent améliorer la productivité économique, la santé et les processus industriels. Ils sont donc l'objet d'un immense marché. On ne peut pas être propriétaire de la matière vivante, mais celui qui la transforme peut s'approprier le produit de cette transformation. C'est comme ça qu'apparaît la biovaleur. La seule vraie difficulté sera de pouvoir assurer l'égalité d'accès à tous ces moyens de transformation et l'égalité de la diffusion de ces nouvelles béquilles technologiques. Nous savons bien que l'homme ne résiste jamais à l'attrait de la nouveauté, quand bien même celle-ci recèlerait un danger. Quel individu de 2080
voudra demeurer un humain obsolète, fragile et malade, quand ses voisins seront géniaux et vivront plus longtemps que lui? Qui pourra se permettre de refuser les biopuces cérébrales artificielles qui donneront accès directement à toutes les banques de données de la planète? La nécessité grégaire de rester dans la norme sera sans cesse garante de l'adhésion du plus grand nombre. La technomédecine de demain sera encore plus disruptive que ne l'a été la survenue d'Internet et va bouleverser nos sociétés. Google s'intéresse déjà au séquençage génétique au travers d'une autre filiale qui s'appelle 23andMe, accumulant des données sur notre génome avec une capacité de stockage et de traitement inédite jusqu'ici, et parraine avec d'autres la Singularity University, qui organise des séminaires avec les meilleurs spécialistes de la convergence NBIC. Le concept de singularité défend l'idée que la civilisation humaine sera un jour inévitablement dépassée par l'intelligence artificielle et qu'à partir de ce moment, appelé singularité, le progrès ne sera pas le fait du cerveau humain, mais celui des machines. D'ici 2030, plus aucun diagnostic médical sophistiqué ne pourra être fait sans l'aide d'un système expert. Le dossier médical contiendra des données par millions. Les caractéristiques d'une tumeur, du génome, de celui qui la porte et des résultats de tous les capteurs connectés produiront un flux d'informations chaque jour pour chaque patient. Les médecins vont affronter une véritable tempête numérique. Watson, le système expert d'IBM, est capable d'analyser en quelques instants des centaines de milliers de publications scientifiques pour comprendre une mutation cancéreuse, là où il faudrait des dizaines d'années à un cancérologue qui travaillerait jour et nuit pour un seul patient. On va donc assister à une mutation radicale et douloureuse de la manière d'exercer la médecine. Subordonné à l'algorithme d'un système expert, le médecin et son éthique seront aux mains des concepteurs du logiciel. Et aucun de ces systèmes ne sera français. Monstre de puissance et d'intelligence, chacun de ces systèmes coûtera des milliards de dollars et s'auto-améliorera par l'analyse des millions de dossiers qu'on lui aura donnés à digérer. Google, Apple, Facebook, Amazon, IBM et Microsoft sont les médecins de demain. D'autant que nous sommes en train de verrouiller dans la récente loi de santé l'accès aux données médicales et de tuer dans l'œuf la seule industrie française d'assaut qui fabriquait des algorithmes médicaux. Les systèmes experts seront hélas tous made in USA, là où la constitution de cohortes de millions de patients pour les alimenter a déjà commencé. La marginalisation de la médecine française s'ajoutera à celle de la pharmacopée, car derrière les diagnostics, il y aura bien sûr des propositions thérapeutiques sur mesure, elles aussi made in USA. Constitué de 100 milliards de neurones, notre cerveau nécessite pour le comprendre une puissance informatique non encore disponible pour l'instant. Le docteur Jeff Lichtman, responsable du projet Connectome, attend avec impatience de disposer des moyens informatiques nécessaires pour passer de la souris à l'homme, c'est-à-dire d'ordinateurs zecta-octets, 1000 milliards de données, ce qui devra être possible vers 2020. L'analyse du câblage neuronal humain nécessitera des serveurs 1 million de fois supérieurs à ceux dont nous disposons aujourd'hui. Comprendre comment sont stockées nos émotions et notre mémoire est fondamental pour lutter contre les maladies dégénératives. Et plus si affinité. Puces implantées dans le cerveau et interfacées via un casque pour se connecter aux bases de données universelles, un univers de moteurs de recherche, Google, met déjà en commun les données tout autour de la planète et construit à ce jour ce qu'on pourrait appeler une intelligence collective. Les savoirs se transmettent de façon virale, vite, très vite, et les blogs permettent de partager à la vitesse de la lumière les nouvelles idées et les astuces pour progresser. À l'avenir, intégrés par millions dans notre corps, des nanorobots nous informeront en temps réel d'un problème physique. Ils seront capables d'établir des diagnostics et d'intervenir, de nettoyer des artères ou d'évacuer des déchets, de détruire des virus et des cellules cancéreuses. Maîtriser le nanomonde
permettra de surcroît de manipuler le vivant, où il n'y a pas de différence entre une molécule chimique et une molécule vivante. Le bricolage du vivant semble sans limite, et les citoyens trouveront tout cela acceptable pour dépasser nos limites et réduire les blessures de la vie. Pas sûr, avec les robots chirurgicaux, que les chirurgiens de demain trouvent encore des patients. Les patients refuseront probablement de se faire opérer par des chirurgiens classiques, donc faillibles. Au cours de ce siècle, les humains devront digérer plus de changements radicaux que l'humanité n'en a connu de toute son histoire. Nous sommes rentrés, sans le savoir, dans le biolithique, expression imagée et parlante d'Hervé Kempf. Un homme hybride, bardé de prothèses, qui améliore ses performances intellectuelles, est-il encore un homme? L'humain hybride surpuissant de 2060 s'accommodera-t-il de l'existence d'humains biologiques? Sommes-nous en train de foncer vers notre propre destruction? L'exigence collective de bioéquité s'imposera très vite aux politiques au travers d'une démocratie 2.0 avec ses experts, ses associations de patients. Les enfants cancéreux et les myopathes en seront les premiers bénéficiaires. Aucune majorité politique ne pourra s'y opposer et les portes ainsi ouvertes ne se refermeront plus. Les comités d'éthique selon leur très ancienne habitude, entérineront dès que l'opinion publique aura mûri. Et si ce n'est pas assez rapide, les chantages compassionnels relayés par force média de la blogosphère auront raison de toutes les résistances. Évidemment, personne n'osera soutenir publiquement que les myopathes doivent le rester. Face au peuple et à ses revendications légitimes de bioéquité, les gouvernements devront obtempérer s'ils ne veulent pas se faire bouter dehors par une Y et Z génération qui ne comprendront pas qu'on leur refuse l'ingénierie génétique. La sécurité sociale sera sommée de donner tous les moyens de faire reculer la mort, devenue scandaleuse. La mort d'une personne âgée risque de devenir aussi scandaleuse que celle d'un nourrisson aujourd'hui, alors que cet événement était encore considéré comme une fatalité voilà un demi-siècle. Et si l'État-providence ne fait pas suffisamment diligence, les génoparadis installés à nos portes rendront caduques les législations restrictives fondées sur l'humanisme d'aujourd'hui. Tout le monde s'alignera et rapidement. Oui aux implants cérébraux, oui aux rétines artificielles, oui aux thérapies géniques, oui et encore oui et toujours oui. D'autant que 30% de nos députés et sénateurs s'approchent rapidement de la DMLA. Peu probable que le législateur ne soit tenté de freiner les rétines artificielles et les thérapies génétiques rétiniennes. Très fragile distinction donc entre humanité réparée et humanité augmentée. Car si les rétines artificielles deviennent plus fines, aujourd'hui les rétines artificielles c'est 600 pixels et la rétine naturelle elle est de 1 million de pixels. Si les rétines artificielles deviennent plus fines que 1 million de pixels, pourra-t-on empêcher la demande populaire d'implanter des rétines haute définition en dehors de toute pathologie? Bien sûr que non, car les restrictions de liberté qui seraient à même de ralentir la technomédecine ne peuvent s'envisager que dans un pays totalitaire. Les gouvernements occidentaux accepteront beaucoup de biotransgressions au nom des lois du marché et de l'impératif de compétitivité. Alors peut-on freiner la science et la technique dans un seul pays et pas dans les autres? Peut-on se créer une ligne Maginot-génétique? Rejeter en bloc ces technologies, c'est favoriser leur développement clandestin et incontrôlé offshore. Habitués à l'usage de ces technologies pour faire reculer la mort et la maladie, il n'y aura qu'un petit pas que nous franchirons allègrement pour les utiliser aussi pour notre confort et notre plaisir. L'Occident risque d'ailleurs à ce sujet, empêtré dans ses scrupules, de regarder passer le train décomplexé de l'Asie, lancé à pleine vitesse dans le nouveau business des technologies de l'homme. Ni les Chinois, ni les Singapouriens, ni les Coréens ne lisent Kant, et tous se moquent de la philosophie des Lumières. Ils ont, eux, d'autres références culturelles. Autant dire que l'État-providence a de bonnes chances d'être pulvérisé.
Comment financer ces nouvelles thérapies alors même que la dernière année de vie représente près de 50% des dépenses de santé? Il faudra réinventer totalement notre rapport au risque et à l'assurance. Les systèmes de santé ne pourront pas assumer la charge de tous ces bien portants jeunes qui leur demanderont de dépenser beaucoup et très tôt dans leur vie pour détecter leur prédisposition aux maladies. Les nouvelles technologies ne permettront pas, bien sûr, de diminuer les dépenses de santé, bien au contraire, car dépister en 2020 une pathologie qui n'apparaîtra qu'en 2040 ne permettra pas de faire des économies. Les dépenses de surveillance et de prévention vont au contraire exploser. Notre système de santé, déjà en grave déséquilibre avant ce tsunami, ne fera pas long feu. D'autant que nous n'avons aucune visibilité sur les conséquences de ces technologies sur les systèmes de retraite. Les démographes qui tablent sur une évolution linéaire de l'espérance de vie se trompent à l'évidence. Comment assurera-t-on le paiement des pensions de millions de retraités qui dépasseront allègrement les 100 ans? L'individualisation de la santé va devenir une revendication forte et seuls les plus riches auront les moyens de cotiser à des assurances de santé d'un nouveau type. L'État-providence et ses finances exsangues ne pourra pas suivre, sans compter les réductions de cotisations que demanderont ceux qui ne présentent aucun risque génétique de maladie majeure et qui ne voudront pas payer pour les autres. Exit la solidarité dont on voit déjà les premières défaillances avec l'exil fiscal. Après la fuite des millionnaires, ce sera celle des citoyens bien portants. Quel que soit le niveau d'optimisme ou de pessimisme des uns et des autres devant la technomédecine, il est de notre responsabilité et de celle des politiques de prendre les devants. Plutôt qu'un principe de précaution désuet que l'on vient abusivement et en fanfare de graver dans le marbre de la Constitution, plutôt qu'une bien-pensance politiquement correcte dont l'horizon indépassable se situe à la prochaine élection, il serait utile de fonder maintenant les institutions de biopolitique fondées sur un temps long. Il faut éviter à notre pays de devenir une réserve d'indigènes, dépourvue d'État-providence et de solidarité, mais protégée par une ligne Maginot-imaginaire faite d'interdits métaphysiques contournés à l'étranger par les plus aisés. Nous allons vers une humanité élargie, plurielle, avec une hybridation croissante entre le biologique et les machines, et une longévité inédite. Le remodelage de l'homme est en cours. On ne s'en aperçoit pas parce qu'un phénomène exponentiel, on ne le voit pas au début, on le voit que plus tard. Comment pourrait-il en être autrement? L'homme a toujours utilisé les outils dont il dispose pour augmenter ses capacités. Pourquoi refuserait-il de modifier l'ADN défaillant et de s'hybrider avec les machines? Technosapiens est consommateur de progrès et supporte très mal les restrictions. Et hop, une nouvelle mise à jour du logiciel homme, plus puissante et avec moins de bugs. Nous ne savons pas à quoi ressembleront nos descendants dans quelques siècles, mais leur aspect dépendra en partie de la manière dont nous aurons pris en main et maîtrisé les outils que nous sommes en train de créer. David Le Breton a peut-être raison d'y voir une forme de haine du corps, une sorte de dégoût devant l'humain biologique et ses tristes limites. Nous aimons tous notre faiblesse constitutive qui nous contraint à la connaissance. Mais il y a lieu de craindre son avatar, la mutation à venir de l'humanité, car c'est un cadeau empoisonné que nous laissons à nos petits-enfants. Avoir la connaissance signifiait jusqu'à présent que l'on comprenait le passé. Cela va bientôt vouloir dire qu'on est capable de prévoir l'avenir. Quand nous pourrons connaître, grâce à la médecine prédictive, tous les défauts potentiels de nos corps fragiles, croquant le fruit de l'arbre de la connaissance, nous aurons fait un pas de plus hors du paradis. Merci de votre attention et je vous propose de se retrouver demain.